Bonsoir, Monsieur le Premier ministre. Bonsoir. Merci beaucoup, Bernard Cazeneuve, d'être avec nous sur Objectif Gare ce soir. On est très heureux de pouvoir échanger un moment avec vous. À mes côtés, notre journaliste politique Coralie Mollaret. Bonsoir, Coralie. Bonsoir, Abdel. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir à tous. On est au Grand Hôtel, ici, à Nîmes, à l'occasion de la venue de Bernard Cazeneuve, le Premier ministre, dans le cadre, effectivement, d'une rencontre avec les élus et les habitants du territoire. On ne change pas une règle que l'on s'impose dans le cadre de ces interviews. La première question, c'est Coralie qui vous la pose. C'est ça, c'est une question qu'on appelle politiquement coquine. Vous savez qu'ici, on anime sur un territoire de tauromachie. On a coutume dans ce milieu à dire que pour prendre un risque, il faut mettre la jambe. Et on voulait savoir si aujourd'hui Bernard Cazeneuve va mettre la jambe pour la prochaine présidentielle. C'est une question que vous posez, j'imagine, à tous vos invités. Vous avez remarqué que la plupart de ceux auxquels vous posez la question répondent qu'ils vont le faire. Bon, donc ça veut dire qu'il y a un trop-plein de candidats. Mais ça ne veut pas dire, en revanche, qu'il y a un trop-plein de candidats crédibles. Donc ce qui compte aujourd'hui, ce n'est pas une candidature de plus, c'est une démarche de crédibilité qui permette de créer les conditions d'une victoire face au Rassemblement national, puisque c'est ça le sujet politique. Donc tout ce que je peux faire pour aider un rassemblement large qui permette d'éviter le Rassemblement national et d'aider notre pays à redresser, je le ferai. C'est prendre votre part à cette démarche. Je prendrai part à cette démarche. Et si prendre part à cette démarche, ça veut dire à un moment donné faire un peu de tauromachie, je le ferai. Alors avant de revenir sur votre mouvement, la Convention, puisque vous avez quitté le PS, on reste un tout petit peu sur notre territoire gardois. Vous avez une relation particulière puisque votre maman habite Saint-Géniès, c'est ça? Oui. Oui, et que votre papa aussi est enterré à Clarensac. Absolument. Enfin non, il est enterré dans le département. Il y a un collège qui porte son nom il y a un collège à Clarensac. Il n'y a pas un collège, c'est une école primaire qui porte son nom. L'école primaire dont il a été directeur, où il a enseigné, c'était un homme qui avait beaucoup de personnalité, beaucoup de charisme dans son domaine de professionnel et qui a beaucoup marqué à la fois ses collègues et je crois aussi de nombreuses générations d'élèves. Et donc c'est la raison pour laquelle il a été décidé quelques années après sa disparition, de donner son nom à cette école. Vous faites le tour de France, vous êtes aujourd'hui, ce vendredi, à Nîmes. Qu'est-ce que vous êtes venu dire aux Nîmois, aux Gardois ? Je suis d'abord venu leur parler du pays, qui traverse une crise profonde, une crise institutionnelle, une crise politique, une crise aussi financière, budgétaire, une crise de leadership en Europe. Je suis venu leur parler du monde tel qu'il ne va pas. On voit ce qui s'est passé cette semaine sur le plan international avec les déclarations du nouveau président des États-Unis, la difficulté de l'Europe à trouver sa place dans un concert international qui remet en cause la plupart des principes sur lesquels se sont bâties les relations internationales depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, depuis 1945. Une Europe qui doit assurer sa propre défense et qui cherche les moyens de le faire dans un contexte où les États-Unis pourraient ne plus assumer le rôle de protection qui était le leur jusqu'à présent. C'est donc de tous ces défis dont je suis venu parler, en disant que si nous allons puiser aux sources du courage et de la lucidité pour essayer de dégager les solutions les plus pertinentes, nous pouvons nous en sortir et nous pouvons même ressusciter une espérance. Et juste pour boucler la boucle sur le volet international, qu'est-ce que doit faire la France aujourd'hui quand on regarde ce nouvel ordre mondial qui est en train de se constituer avec un Donald Trump qui est plutôt proche de la Russie, avec aussi certaines accointances au niveau des dirigeants européens avec Donald Trump? Qu'est-ce que doit faire la France ? La France doit d'abord être suffisamment forte pour jouer un rôle au sein de l'Union européenne, ce qui aujourd'hui n'est pas tout à fait le cas. Elle est affaiblie, encore une fois, sur le plan budgétaire, sur le plan financier. Elle n'a plus la capacité d'entraînement qui était la sienne. Elle a vu sa voix s'altérer et s'affaiblir au sein de l'Union européenne. Elle doit donc retrouver sa puissance et sa force. Et ça veut dire qu'il faut qu'au plan intérieur, nous prenions les dispositions qui doivent être prises pour retrouver de la crédibilité, de et la dans ses puissance relations et avec de la les force. autres partenaires. Et nous devons par ailleurs, au plan européen, la France n'est pas seule responsable de la situation. Vous avez vu l'affaiblissement de l'Allemagne également et la difficulté dans laquelle nous sommes collectivement de définir une stratégie qui permette d'assurer la défense du continent européen. Qu'est-ce que la France doit faire ? Eh bien, elle doit créer les conditions pour qu'avec l'ensemble des pays de l'Union européenne, nous fassions les efforts qui doivent être faits
pour assurer la crédibilité de notre défense. Ça veut dire que les dépenses de défense doivent être suffisantes pour assurer la crédibilité de notre protection. 2, nous devons créer les conditions d'une industrie de défense européenne qui soit plus performante qu'elle ne l'est aujourd'hui. Il y a près de 2000 entreprises dans le secteur de la défense en Europe qui parfois interviennent dans les mêmes secteurs, se font concurrence, ce qui nous prive de la possibilité d'avoir des industries suffisamment rassemblées, suffisamment fortes, suffisamment concentrées pour pouvoir... Sur ce point, sur l'investissement... Et puis ensuite, dernièrement, il faut, à travers cette politique industrielle, que nous soyons en situation d'alimenter nos armées des armements dont elles ont besoin. Et on ne peut pas continuer, comme ça a été le cas par exemple au moment de la guerre en Ukraine, d'acheter 78% de nos armements à l'étranger. Et parmi ces 78% d'armements que nous avons été acquérir à l'étranger, il y en a 63% qui provenaient des États-Unis. C'est dire à quel point nous aurons du mal si nous ne sommes pas capables d'assurer notre propre production industrielle pour assurer les moyens dont notre défense a besoin, les armements dont notre défense a besoin, d'affirmer nos intérêts souverains. Est-ce qu'il est temps, aujourd'hui, c'est un peu ce que vous incarnez aussi, c'est-à-dire probablement un autre regard de la gauche aujourd'hui, d'une gauche davantage républicaine, c'est ça aussi que vous incarnez. On ne va pas revenir effectivement sur votre relation, ou en tout cas ce que vous considérez être aujourd'hui la France insoumise, mais est-ce que par ces temps contrariés, face à l'extrême droite qui progresse, est-ce qu'il n'est pas le temps de s'allier l'ensemble des progressistes? Il faut de la clarté politique. L'ensemble des progressistes ne peuvent pas s'allier sur la nécessité de battre le Rassemblement national, tout simplement parce qu'une alliance défensive ne suffit pas à assurer une victoire électorale. Il faut qu'il y ait un projet qui soit porté par des forces dont les idées sont suffisamment claires et dont la capacité à susciter l'enthousiasme ou l'intérêt du pays est suffisamment établie pour pouvoir résister au Rassemblement national. Le front républicain, qui se construirait sur l'idée qu'il faut s'unir pour battre le RN sans avoir de projet qui soit suffisamment convaincant pour garantir cette victoire, si telle était la stratégie, elle constituerait une impasse. Mais qu'est-ce que vous proposez, vous, dans le cadre de la Convention ? Je pense qu'il y a quatre grands sujets sur lesquels il faut nous mobiliser et sur lesquels nous articulons nos propositions. Premièrement, ma conviction profonde, vous venez de le rappeler, c'est que ce qu'est la République dans le respect des principes de l'État de droit et dans le respect des principes fondamentaux qui ont été à l'origine du pacte républicain, la laïcité, l'altérité, le respect des institutions, le respect des principes de l'état de droit, ce n'est pas négociable. Et nous n'avons pas à laisser l'extrême droite dénaturer cet héritage. Et nous devons nous en emparer pleinement et nous devons, sur l'affirmation des principes républicains qui sont consubstantiels à ce qu'est la nation, être d'une extrême clarté, d'une extrême fermeté. Et moi, je ne suis pas favorable à la dérive communautariste, je ne suis absolument pas favorable à la théorie de la consubstantialité de la violence à la police, je ne suis pas favorable à ce que l'on abaisse les institutions en instillant dans les institutions une idéologie de la confrontation ou de l'affrontement de tous contre tous. Et donc, premier axe, c'est fermeté républicaine, clarté sur l'orientation républicaine. Deuxièmement, deuxième sujet, c'est qu'il faut réconcilier efficacité économique et justice sociale. La politique de l'offre dont certains ont expliqué qu'elle suffisait à assurer le ruissellement et donc la solidarité ne suffit pas. Bon. Et si la solidarité ne prend pas en compte la nécessité de la production, c'est-à-dire de la création de richesses qui rend l'État-providence possible, alors l'État-providence est condamné. Comment est-ce qu'on crée les conditions de l'efficacité économique, de la réindustrialisation, du retour de la production, ce qui veut dire de mieux payer les gens. Et de l'augmentation du pouvoir d'achat de ceux qui, dans le travail, contribuent à la richesse nationale. Il n'y a pas de solidarité possible. C'est le deuxième axe. Le troisième axe, c'est qu'on voit bien qu'il y a un sujet écologique, quoi qu'en disent des réactionnaires qui sortent des accords de Paris, qui veulent remettre en cause les accords de Paris, se mettre à forer au Groenland, se mettre partout dans le monde à aller extraire les richesses du sous-sol sans se préoccuper de la finitude de ces richesses. Il faut créer les conditions d'une croissance qui soit sobre et sûre. Si c'est une croissance qui est destructrice des biens communs et qui est destructrice du climat,
alors nous ne serons pas en situation d'assurer la poursuite de la vie sur la planète. Nos générations se sont battues pour que la vie soit meilleure. Mes enfants et la génération de mes enfants se battent pour que la vie soit possible. C'est un tout autre combat, d'une toute autre nature. C'est le troisième axe. Et puis le quatrième axe, c'est qu'il faut de la clarté sur le droit international, le respect de ses principes, le refus de la remise en cause du principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, une pensée claire sur ce que sont les dictatures par rapport aux démocraties, une idée claire sur ce qu'est la démocratie. La démocratie, ça peut pas être le suffrage universel quand on gagne les élections, quand on les gagne pas, on envoie ses troupes au Capitole, moins les principes de l'état de droit. L'état de droit et la démocratie, ça marche ensemble. Vous avez présenté en quelques Donc voilà ce qu'est le message. Un programme, un message que vous êtes venu porter, faut-il encore qu'il soit audible aujourd'hui auprès des électeurs, mais il est tout à fait, particulier auprès des jeunes. Mais vous allez voir si la réunion de tout à l'heure accueille du monde ou pas. Vous allez voir s'il y a une réception de ce discours ou pas. J'étais cet après-midi avec des jeunes, précisément. À l'espace Diderot. À l'espace Diderot. J'ai passé beaucoup de temps avec eux. J'ai passé beaucoup de temps avec les médiateurs. J'ai passé beaucoup de temps avec tous ceux qui, auprès des jeunes, tous les jours, travaillent pour faire en sorte qu'ils restent deux pieds dans la République et dans la société. J'ai pu évoquer avec eux les difficultés auxquelles ils sont confrontés. La jeunesse de ce pays, elle est très à l'écoute et elle est très réceptive à ce qu'on lui dit, à condition qu'on la respecte. Et respecter la jeunesse, ce n'est pas tenir à la jeunesse le discours qu'on estime qu'elle a envie d'entendre de nous, c'est lui dire la vérité. Coralie, une toute dernière question, oui, et puis moi j'en aurai une dernière pour clôturer cette interview. La politique, c'est aussi de la communication. On sent votre idéologie, votre expérience forcément ministérielle qui fait écho dans vos discours. Vous êtes structuré. Mais aujourd'hui, il faut arriver à faire passer les messages. C'est un peu la question d'Abel, je rebondis dessus parce qu'elle est quand même intéressante. Vous êtes un responsable politique. Comment vous arrivez à communiquer dans la scène, la situation politique actuelle? Parce qu'on entend votre discours, mais est-ce que ça passe vraiment auprès des gens? Est-ce que vous pensez que vous êtes un bon communicant? Vous savez, moi, je ne me pose pas ce type de questions. Ce sont des questions de journaliste. Moi, je me pose... Non, c'est des questions de journaliste. Moi, je ne crois qu'à une chose. Pour moi, c'est le meilleur instrument de la communication. Vous savez ce que c'est? C'est la sincérité. Si vous allez devant les Français avec des convictions auxquelles vous croyez profondément, avec une vision du pays qui n'est pas simplement une juxtaposition de mots énoncés avec opportunisme pour essayer de séduire, mais qui est une vision du pays qui vient de plus profond de vous-même, qui est enracinée aussi dans l'histoire de la nation et que vous exprimez avec conviction, votre volonté étant non pas de séduire, mais de vous livrer un exercice beaucoup plus difficile qui est de convaincre. Parce que la séduction, ça ne dure pas. D'accord. Et pour convaincre, il y a une arme qu'on n'utilise plus du tout en politique, c'est la raison pour laquelle on est confronté à une crise de confiance majeure, c'est la sincérité. C'est-à-dire l'expression lucide du contexte auquel le pays est confronté sans chercher à plaire, mais en allant chercher aux sources du courage ce que sont les moyens et les armes du redressement, et pas aux sources de la démagogie et du mensonge, et c'est d'exprimer ce à quoi on croit avec sincérité. Et d'exprimer ce à quoi on croit avec sincérité en politique, ça veut dire aussi que le chemin et que l'on invite le pays à emprunter n'est pas un chemin pour soi-même, c'est pas un chemin pour sa gloire. C'est un chemin même qui peut vous conduire à vous effacer avec la plus grande abnégation pour donner une chance à une opération collective dont vous ne serez qu'un des acteurs. Vous serez capable de le faire. Mais non seulement je serai capable de le faire, mais je pense qu'il faut que je le dise avec d'autant plus de force que je ne suis pas sûr que nombreux soient ceux qui seront capables de le faire. Et convaincre, c'est aussi sur ce territoire, le territoire de la région Occitanie. Ça va au-delà de convaincre, puisque vous avez une présidente qui s'appelle Carole Delga. Et elle, au-delà d'expliquer, elle fait, puisque depuis de nombreuses années, elle applique tout ce que vous venez de dire en matière économique, puisque ça fait partie d'une des prérogatives de la région Occitanie, et ça marche. Vous avez raison. Est-ce que vous avez un regard bienveillant sur J'ai plus qu'un regard bienveillant. J'ai eu beaucoup d'affection, d'estime pour Carole Delga, et je reconnais en elle une femme de tout premier plan qui fait un travail absolument remarquable. Elle sait combien je la soutiens, et elle sait combien je l'estime, et nos relations sont parfaitement amicales. Si vous aviez été d'aventure Premier ministre, elle aurait pu être une de vos ministres? Je pense qu'elle aurait été une femme qui, dans le gouvernement, aurait pu jouer un rôle tout à fait éminent, oui. Merci, Monsieur le Premier ministre Bernard Cazeneuve. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Objectif Gare. Merci à vous.